remercier le modérateur de la table ronde d'aujourd'hui, le frère Jonathan Manga. Frère, vous êtes prié de nous avancer. Il va donc procéder à l'appel de ses panélistes de jour. Et c'est lui qui va diriger la séance jusqu'à la fin. Et à la fin, comme je l'ai dit, nous aurons quelques annonces. Vous avez la parole. S'il vous plaît, vous passionnez quand même. Merci, cher modérateur, pour la parole accordée. Auguste Assemblée, bienvenue dans cette arène de la pensée critique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Comme vous le voyez, nous accusons déjà un retard. Je vais commencer à inviter nos deux chers panélistes. Et le plaisir est qu'ils sont finalistes. Je vais commencer à appeler celui qui sera à ma gauche, le frère Isaac Wangso Oubla de Marie Maïkile. Vous pouvez le bâtonner aussi. Comme vous le constatez, avec le décor de la disputation, Isaac ne sera pas seul. Donc, à ma droite, nous aurons le frère Gabriel Ulrich Achama de la Philo 3, que je vous prie aussi d'ovationner pour l'accueillir. Eh bien, le thème qui nous réunit ce soir, comme vous avez vu, tel que nous l'avons affiché au Barbia, c'est les technosciences dans le crible de la morale, perspective téléologique ou utilitariste. Donc, déjà avec ce thème ou la thématique, vous voyez que nous allons placer une méthode que j'ai appelée la question disputata, parce que le thème en soi comporte une question, et la question fera l'objet de la sagacité épistémique de nos frères. Et nous allons voir comment chacun essaiera de déployer ce qu'il a prévu, et à la fin, nous allons vous inviter aussi à prendre part à cette table ronde. Déjà, avec la première prise de parole, nos chers panélistes vont nous présenter de manière brève ces deux perspectives. Donc, je vais commencer avec la perspective téléologique. Donc, je vais passer la parole à Gabriel, qui va nous donner un bref aperçu de cette approche. Et ensuite, c'est la perspective utilitariste qui va clôturer. Gabriel, tu as la parole. Merci au très cher modérateur et à vous, chers frères étudiants, bonsoir. 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 Déjà, nous tenons à remercier l'équipe organisatrice de cette conférence qui est la commission de réflexion philosophique pour cette initiative que nous pouvons faire et louable. Et nous disons aussi merci pour le thème qu'ils ont choisi, qui est d'ailleurs l'actualité. Ça cadre non seulement avec nos chers manuels philosophie et intelligence artificielle, et aussi avec le thème manuel de la philosophie, et pas au Cameroun, de la Lune, c'est pas trop. Bref, avant toute illumination, nous avons d'abord préféré éclaircir ou alors clarifier les thèmes selon notre conception qui constitue la thématique qui a été choisie pour aujourd'hui, c'est-à-dire la technoscience
au crible de la morale, perspective téléologique ou utilitariste. Lorsqu'on parle de technosciences, on n'a pas besoin de faire une grande gymnastique intellectuelle pour comprendre que c'est composé de deux mots simples. La techne, les Grecs ont voulu allier ça au talent pratique. Et skire, c'est ce que les latins ont traduit par savoir ou connaître. Et plus tard, c'est devenu la connaissance. C'est d'ailleurs ce que le professeur Mouchili définit souvent par la recherche des possibles. La technoscience, donc, alors, quand les deux mots sont mélangés, peut être définie, ou alors on peut la définir de façon simple, comme la connaissance, comme étant l'application, étant pour moi pratique et pragmatique des savoirs scientifiques. On pense aussi que c'est un mariage qui se tisse entre les données scientifiques et leur mise en application beaucoup plus sur le plan de l'innovation. Le crible, le frère qui présentait le début de la conférence, le frère Manga, a bien dit c'est un tamis, et le tamis sert à créer des objets de grosseur ou de grandeur différentes en faisant passer les plus petits et en restant avec les plus grands. Et c'est d'ailleurs la même expression que Marcel Toua dans son essai utilise lorsqu'il dit qu'aucune pensée, aucune idée n'est recevable sans être passée comme la pensée critique. Bon, la théologie, pour aller plus vite, c'est la forme adjectivée de théologie qui signifie la fin. C'est donc alors cette branche de la morale ou cette doctrine morale qui prône, ou alors qui promeut, qui pense que l'action bonne est celle qui nous fait ou qui nous oriente vers une fin ultime meilleure, sans passer par des calculs, comme ce que les utilitaristes font souvent. En effet, les technosciences ne sont pas de simples outils neutres. Elles transfigurent ce que nous sommes. La question n'est donc pas de savoir simplement ce qu'elles peuvent procurer, mais que devenons-nous avec ces technosciences? Cette technoscience nous oriente où? Ça, c'est la question téléologique. Quelle est la fin? C'est vrai qu'on peut interroger les causes premières, mais davantage les fins ultimes. C'est donc là que la perspective théologique s'impose comme nécessité philosophique. La morale théologique reconnaît pour action valeureuse que celle qui tient compte de la finalité, de l'orientation vers un bien ultime, contrairement au suppos de Jérémie Bentham, John Stuart Mill et consorts les utilitaristes qui basent leur éthique sur les conséquences mesurables. Nous devons toujours nous remémorer qu'il existe des valeurs intrinsèques et non négociables qui n'ont pas besoin de calculatrices pour être proposées et défendues avec véhémence. C'est par exemple la dignité humaine, la justice, la vérité, et j'en passe. Dans l'introduction de son ouvrage que Amponikos de Rhodes avait dénommé Métaphysique, le divin Aristote dit que tous les hommes désirent naturellement savoir. Les technosciences actualisent ces désirs innés de connaître et de transformer. Ça, c'est selon un éthicien belge. Seulement, ces désirs doivent être orientés vers l'accomplissement humain, pas vers sa dissolution. Les technosciences restent légitimes car elles servent ce télos, permettent à l'humanité de se réaliser dans sa quête de sens et de vérité. Elles deviennent donc dangereuses et problématiques quand elles nous détournent de cette finalité ou quand elles menacent les conditions même de cette quête. Nous prenons l'exemple de 4 faits que je vais simplement énumérer pour comprendre pourquoi. Bref, on explique d'abord ça simplement. Un moraliste n'est pas technophobe. C'est qu'on accepte la technoscience avec ses innovations et ses pratiques, mais il faut toujours se poser des questions. Mais la perspective va maintenant différer sur le plateau, puisqu'il y en a qui vont se poser des questions avec les calculatrices à main, et d'autres qui vont penser à la finalité et ils auront plutôt une boussole. Et moi, j'ai cette boussole-là pour voir vers où une innovation technique-scientifique peut nous orienter. Je vais donc prendre l'exemple de 4 faits. L'intelligence artificielle, par exemple, elle doit servir
pour l'augmentation de nos capacités cognitives et faciliter nos recherches, tout en préservant l'autonomie morale et l'autonomie de la personne. Du moment où l'intelligence artificielle décide déjà à notre place, elle ne nous améliore pas, elle nous infantilise et à la limite même elle nous chosifie. Le deuxième exemple, c'est le transhumanisme. Il améliore l'humain, oui c'est vrai, mais de quelle fin? Si c'est pour tuer la mort, comme certains transhumanistes pensent, ce n'est plus bon. La mort est nécessaire pour notre vie. Et quand il y a la mort, on sait il y a quel choix, ou alors vers quelle orientation morale on peut se baser. Un autre exemple, c'est le génie génétique. Et là encore, il faut bien distinguer. Si c'est thérapeutique, c'est bon. Puisqu'on pose la question au départ en tant que théologue, vers quelle fin ce génie génétique va nous orienter. Mais si ce n'est pas thérapeutique, c'est simplement une fantaisie, que tu pars à l'hôpital, tu pars au médecin, tu dis que tu as besoin d'un enfant qui va naître à moitié blanc, à moitié noir, étant intelligent. C'est vrai, c'est possible, on peut manier les jeunes et tout, mais c'est un peu pour la fantaisie. L'enfant ne devient plus comme un être autre qui naît spécifiquement, il devient plutôt comme un produit manipulable. Lui-même, il ne connaît plus son identité. Et enfin, on prend le clonage. Ce phénomène viole deux finalités essentielles, au moins l'unicité de l'individu et la procréation comme altérité médicale. Chacun doit être unique à son genre, comme on disait tantôt, même si ce sont les jumeaux qui naissent. On doit pas partir faire le clonage, là on va avoir 10 mandats, c'est maladie à la rouge. On va reconnaître qui est mandat authentique ou qui n'est pas. Nous ne refusons donc pas le progrès scientifique dans notre perspective. Non, nous exigeons juste la sagesse. Et nous pensons que les technosciences doivent s'inscrire dans un projet éthique supérieur, orienté vers la réalisation de notre télos anthropologique. Ça, c'est tout ce qu'on pouvait dire en guise d'introduction et de mise en matière. Je crois que je peux passer la parole au modérateur. Merci beaucoup pour ces brefs aperçus de la perspective téléologique. À présent, je vais passer la parole à Isaac, qui va essayer aussi qui va faire de son mieux pour nous présenter de manière brève et concise la perspective utilitariste. Voilà, merci modérateur. Je vais passer déjà la parole à ce banquet philosophique. Je tiens aussi à remercier d'une manière particulière l'équipe organisatrice de cet événement. Alors, aborder la question du utilitarisme dans la sphère techno-scientifique est très important de nos jours. Alors, je vais aussi revenir sur la définition de ce que c'est la techno-science, les technosciences, puisque mon frère l'a déjà fait. Mais je vais directement attaquer mon sujet. Dans l'histoire de l'évolution de la pensée philosophique, nous constatons que le parcours existentiel de l'homme est jalonné de litanie de béatitude. Au fait, l'utilitarisme est né au XVIIIe siècle, bien que ses racines remontent aux auteurs anciens tels que Épicure, Arcide et Cyrène. L'utilitarisme est ainsi une théorie éthique qui vise à maximiser le bonheur ou le bien-être global. Cela signifie que la moralité d'une action est jugée uniquement sur ses conséquences. Il repose ainsi sur quelques principes fondamentaux, notamment le principe de l'utilité ou alors le principe du plus grand bonheur. Cela se traduit par le plaisir ou alors l'abondance du plaisir bien sûr et l'absence de souffrance. Nous entrons un peu dans la sphère de l'hédonisme. Et nous avons le fondateur justement de cette théorie. Nous avons Jeremy Bentham et John Stuart Mill qui poursuivra la pensée de celui dont je viens de venir maintenant. Le bonheur comme mesure d'abondance, de plaisir et l'absence de souffrance. Dans cette sphère, nous verrons la calcul des conséquences. On vient de dire le fait. Les calculs sont très importants dans notre vie, quel qu'en soit le domaine.
Parler de fin, c'est pas d'abord du bonheur. La fin en soi, c'est le bonheur. Et la fin ultime de l'homme, c'est le bonheur. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de la litanie de béatitude. L'existence de l'homme n'est que marquée de cela. Évaluer toutes les conséquences possibles de chaque option et choisir celle qui donne le solde net le plus positif entre le plaisir total et la souffrance totale. Maintenant, nous évoquons les principaux formes de l'utilitarisme. L'utilitarisme de l'acte. Au fait, chaque fois que l'on veut agir, évaluer la conséquence immédiate. Lorsqu'on vous pose un acte, nous sommes invités à réfléchir par 1000 fois. La calculatrice, se limite souvent à des chiffres précaires. Mais avec l'utilitarisme, il faut réfléchir 1000 fois pour pouvoir dégager tout ce qui pourrait contraire de l'homme à la fin de l'action posée. L'utilitarisme de la règle pour le plus grand nombre. Dans cette sphère, vous voyez un peu les conventions sociétales. Deux fois, on arrête des normes sans toutefois poser les fins ultimes de ces normes. Ces fins peuvent être à des fins bénéfiques, c'est-à-dire au sein du bonheur des populations. Dans ce cas, si cela a la perspective du bonheur, il est louable et prouvable, même si on peut le dire. Mais si les conventions déjà heurtent l'homme, c'est-à-dire l'octroi un peu de souffrance, alors les garde. C'est ainsi que vit l'utilitarisme. Enfin, aborder l'utilitarisme dans la sphère des technosciences nous renvoie à l'évaluation des technologies et les innovations scientifiques en fonction de leurs conséquences sur le bien-être collectif ou global. Vous l'aurez ainsi compris, chers camarades, moi je suis plus penché vers la sphère utilitariste, c'est-à-dire le bonheur. La fin ultime, c'est le bonheur. Merci. Merci beaucoup pour cette façon d'élucider les deux perspectives. Comme je vous disais à la table de mes propos, que ce soir, nous allons vivre dans une arène de la pensée critique, c'est-à-dire nous allons aborder une méthode heuristique que les anciens, les médiévaux, tant pour moi, ont jugé que c'était une méthode authentique pour le progrès de la science et de la connaissance dans le choc des idées. Ok, après avoir écouté, je garde déjà la première affirmation qui est très importante à souligner, que le moraliste n'est pas un technophobe. C'est-à-dire, le moraliste ne se définit pas comme celui-là qui a de l'hostilité envers la technique. Ok, je vais demander au frère Isaac, le dernier à prendre la parole. Il nous a parlé du principe d'utilité, que pour cette perspective dite utilitariste, l'acte moral est jugé en fonction du bonheur, un bonheur global pour le plus grand nombre. Alors, je vais demander à notre frère d'être concret, qu'il nous donne quelques exemples de manière concrète qui montrent la supériorité de l'utilitarisme dans l'éthique des technosciences. Parce que Gabriel avait essayé de nous parler de certains thèmes très fréquents dans les technosciences. Et quant au frère, il peut nous donner des exemples dans lesquels on pourra trouver la supériorité de l'utilitarisme dans l'éthique pour les technosciences. Merci pour cette question. J'attaque directement le sujet par les cordes. Comme exemple très simple, de un peu la notion du mal. Très simple, terre à terre, puisque nous vivons à la convivialité chaque jour. Estimons par exemple qu'il y a un camarade qui a perdu une parenté. Comment l'annoncer?
puisque la nouvelle en soi est déjà triste. On se comprend? Alors tu vas trouver ton camarade dans une posture de joie, d'extase. La première question qui va venir, comment l'annoncer et quelle sera la fin de la personne qui recevra maintenant la nouvelle? À ce moment, vas-tu mentir ou vas-tu lui dire la vérité? Ou alors vas-tu procéder autrement pour lui dire la vérité? Il faut à ce niveau choisir le moindre mal. Tu seras obligé de cacher la vérité afin qu'il continue de s'extasier dans la position où il se trouve. La vérité peut venir après, mais le mensonge peut prévaloir à ce niveau. Parce que tu veux d'abord la fin. À quoi est-ce que le fait de lui dire la vérité lui apportera du bonheur sur le champ? Prenons encore un autre exemple très simple. Le développement des combustibles fossiles a apporté un immense problème, bénéfice en termes de transport et d'industrialisation. Cependant, l'utilisation moderne doit intégrer les coûts futurs massifs du changement climatique. Entre parenthèses, vous pouvez citer souffrance future, catastrophe naturelle. Dans ce calcul initial, si le coût futur dépasse le bénéfice passé et présent, l'innovation est jugée moralement mauvaise. Respectivement. Merci. D'accord. J'aimerais un peu ne pas aller tellement loin. Prenons le cas de la vaccination. Aujourd'hui, avec l'approche de technosciences, nous voyons peut-être 2 ans passés ou 3 ans passés, tout le monde était soumis à la vaccination contre la pandémie qui sévit dans notre maison commune de Covid-19. Alors, étant donné que vous avez parlé de calcul coût-bénéfice, dites-nous selon vous, comment vous concevez, puisque nous sommes en train de partir du principe d'utilité, le bonheur selon le plus grand nombre, comment vous percevez cette posture quand on donne le vaccin ou quand on accepte le vaccin, tout en sachant qu'il y aura de personnes qui vont vivre des effets secondaires, mais que le principe d'utilité a donné l'accès parce qu'un plus grand nombre a accepté. Comment prendre une décision devant ces tels risques? Merci encore pour cette question. Concernant les vaccins, il faut dire que nous devons toujours être dans la perspective de la fin. Et cette fin ici, c'est le bonheur. Et ce bonheur ne se limite pas à une seule personne. On voit ici la collectivité ou la majorité. Alors, si en administrant des vaccins aux individus, vous le dites, comme test dessus, si cela affecte une minorité, vous parlez des effets secondaires, alors c'est acte jugé moralement bon. Parce que, à la fin, lorsque l'expérience aura eu lieu, cela servira à une multitude plus grande. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Cela pourra servir à une multitude plus grande au détriment du petit nombre. C'est-à-dire, ici nous parlons du moins de sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez tout. D'accord, merci. Je veux donner la parole aussi à la perspective technologique, étant donné que nous parlons de la finalité. Et dans le même diapason avec la perspective utilitariste, je voudrais savoir, dans la perspective téléologique, est-ce que la poursuite de fins ultimes, comme vous nous avez dit, peut justifier les risques immoraux que parfois les scientifiques prennent dans l'implication ou l'application des mesures technoscientifiques? Par exemple, aujourd'hui, nous voyons que la couche d'ozone a des réalités telles qu'on demande à certaines régions de ne plus continuer à polluer l'atmosphère. Est-ce que la poursuite de ces fins-là ou la poursuite téléologique des actes technoscientifiques peut-elle être justifiée par la perspective téléologique? Bon, merci pour la question. Et on va répondre certainement par la négative. Que la poursuite
les biens ultimes ne peut pas toujours justifier les moyens ou les risques immoraux. Et c'est justement ce qui fait ce qu'on peut appeler le point de démarcation entre l'utilitarisme et la théologie. C'est vrai, la théologie, de par l'encadrement étymologique, considère comme valeur morale celle qui s'oriente vers la recherche des biens ultimes, c'est vrai, mais c'est là qu'il y a le bémol. Elle n'est pas responsable de certains moyens ou risques jugés incompatibles. C'est justement là que la théologie s'appuie. Tous les moyens ne sont pas bons pour qu'ils soient meilleurs. Ça, c'est ce que les utilitaristes pensent. Il convient pour nous donc de rappeler ici que pour un théologue, la fin ne justifie pas les moyens. Au sens machiavélien, autant pour moi, je vais dire machiavélien. Il affirme juste l'incompatibilité de certains moyens avec la fin qu'elle est en train de rechercher. Et c'est pour ça que certains moyens peuvent même entacher ou alors rendre ça pour un théologue une finalité qu'elle a atteinte. Un exemple clair. Une innovation technoscientifique qui prône ou défend la dignité humaine. Ça, c'est quelque chose de bien, c'est une feuille à terre. Des expérimentations qui violent cette dignité sont incompatibles, comme les tests sans consentement. Et ça nous plonge dans l'actualité, c'est pas trop actuel. Entre 1932 et 1972, il y a eu au sud des États-Unis, en Alabama, une campagne musicale qui consistait à voir comment est-ce que la syphilis se manifeste dans l'organisme humain lorsque ce n'est pas encore traité. Je ne sais pas si on dit une syphilis ou un syphilis. Bon, lorsqu'on n'a pas encore traité ça. Et maintenant, quand les experts se sont rendus sur le terrain, ils ont voilé. Et c'est ce que l'utilisateur est en train de vouloir dire. La manière d'annoncer quelque chose à quelqu'un, le mensonge peut être bon, non parce que le mensonge n'est pas bon, au nom d'aucun principe, au nom d'aucune valeur, on ne doit mentir. Ils sont partis là-bas, ils ont dit qu'ils sont venus pour soigner les habitants. Ils ont commencé à inventer les choses. Or, ils venaient faire des tests d'expérimentation. Et ça a violé un principe, le principe d'autonomie et de consentement. Et ça sont les risques que la théologie n'assume pas. C'est pour atteindre une finalité bonne. Parce qu'une fois qu'on aura vu comment la syphilis se manifeste dans le corps lorsque ce n'est pas traité, on pourra bien prendre l'humanité en charge. Mais il fallait au moins se leur dire que voici ce qu'on est venu faire. Et je crois que ça a été condamné même par la loi des États-Unis. Qu'au moins ce qu'il fallait renverser pendant 40 ans. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes, ne serait-ce que par automatisme même, sans savoir ce qui est sa tête. On veut vous dire qu'on vient vous soigner. Or, on est en train de vous tuer. Parce qu'on ne veut pas vous dire la vérité. Ça, c'est un exemple dont je voulais prendre. Et là, maintenant, il faut faire une bonne différence. Il y a des cas où on doit employer des moyens risqués. Et on pourra dire que le risque n'est pas forcément immoral. L'innovation et l'invention comportent des risques calculés. Mais pour que la théologie assume cela, il faudrait alors que le risque soit consenti, comme je disais tantôt, autonome. Comme dit aux gens, comme on vient là, on est en train de vouloir faire le test du vaccin du VIH. On finit d'expliquer, on te sensibilise, donc tu sais que c'est avec ton propre consentement que tu te donnes en sacrifice pour pouvoir sauver l'humanité. Il doit être proportionnel à la gravité du mal à combattre. Il ne doit jamais transformer l'individu en simple cobaye, comme ce qui s'est passé en Alabama, dans l'exemple que nous avons donné. Je crois que c'est tout ce que je pouvais dire à ce niveau-là. D'accord. Avant d'étendre l'aspect de notre discussion, j'aimerais placer les deux panélistes devant la réalité technoscientifique. Donc, ça sera une question que chacun sera en train de mettre sa perspective devant la direction de la question. En vous entendant parler, comment chacun est en train de défendre sa perspective en fonction de la finalité des actions morales. Ma question, ou l'orientation de cette question est la suivante. Selon vos perspectives, existe-t-il
une bonne ou je peux dire juste finalité dans l'usage des technosciences. Quand vous regardez l'usage technoscientifique de notre ère, aujourd'hui, avec tout ce qui va avec, existe-t-il une bonne finalité ou une juste finalité de l'usage des technosciences? Ok, moi je vais commencer par prendre la parole. Et en réitérant ce que j'ai dit dès l'instant, puisque la question est un peu comme ça nous provoquait, nous ne sommes pas des technophobes. Et rien que pour cette question, on pense qu'il peut y avoir une bonne finalité dans l'usage de la technoscience. Et pour le théologue que nous sommes, ou alors que je suis, il doit avoir ce qu'on appelle le consensus anthropologique. Lorsque ça s'appelle consensus anthropologique, on pense que c'est une bonne finalité dans l'usage des technosciences. Je vais répondre avec des exemples très concrets. La santé, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Que ce soit l'utilitarisme, que ce soit moi, que ce soit Machiavelli, tout le monde cherche à être en santé. Je crois que même Adolphe Hitler se faisait soigner. Les technosciences médicales qui visent la guérison, la réduction de la souffrance et l'extension de la vie en santé, sans toutefois parler de la prétention de rendre l'homme éternel à cause de la machine, comme ce qu'il dit au départ, la mort de la mort, ce n'est pas ça. Les technosciences qui visent la guérison, la réduction de la souffrance sont légitimes. Il y a un exemple concret là, je ne parle pas bien anglais, les clusters regularly instructed short palyndronic request, c'est qu'on appelle souvent par CRUSPR. C'est une technique nouvelle dans les technosciences médicales. Lorsqu'elles sont utilisées pour éliminer les maladies héréditaires rares, elles sont bonnes. Là, c'est bien. On peut constater qu'un enfant étant encore dans le ventre pourra avoir une malformation qui va peut-être faire qu'à la longue, il souffre beaucoup. C'est le cas qui peut être utilisé et assumé par la perspective biologique. C'est le moment où on va se poser la question vers quelle finalité cette pratique va nous amener, ou alors va amener l'enfant. Si c'est vers la guérison ou vers la santé, c'est bon. Mais du moment où c'est par la pratique, puisque cette pratique a mis ça comme un ciseau qui réécrit l'ADN de l'enfant, on va se dire comme quelqu'un de plus intelligent, plus beau, parce que son père était beau. Là, ça devient la famille. L'enfant devient comme un produit qu'on a fait manipuler. Le deuxième exemple, c'est la préservation des conditions de vie pour les générations futures. Comme les technosciences environnementales de consort, ces technosciences sont bonnes et assumées par la morale théologique. À travers ces exemples, alors, on peut conclure, comme on avait dit dans l'exemple, que oui, il existe des finalités bonnes dans l'usage des innovations technoscientifiques, mais sauf que la sagesse doit toujours rester, puisque un penseur que nous connaissons plus de cette niveau, science sans conscience. Merci beaucoup. En peu de mots, si on peut restituer ce que la perspective théologique nous dit, l'usage de technosciences est bon dans la mesure où il respecte les valeurs intrinsèques à la condition humaine. Donc, avec la partie théologique, la perspective théologique, la finalité est réellement inhérente au respect de la personne humaine. Donc, la même question va se diriger vers notre frère qui soutient ici ce soir la perspective utilitariste. Est-ce que dans la perspective utilitariste, peut-on dire que l'usage technoscientifique est bon ou juste? Merci pour la question. D'emblée, va faire l'utilitariste de tout. Juste et bon. À la fois. À la fois, entre la perspective. Je voudrais revenir cette association que mon frère, camarade vient d'habitude. Justement, c'est vrai que les états passés ici. La technoscience est comme discipline de savoir à des fins droites. Que ce soit juste ou bon, les deux sont ensemble. Au fait, c'est l'homme qui doit orienter son décision.
Mais dans la position utilitariste, seul le bonheur compte. Et pas le bonheur individuel, le bonheur global. Si on essaie de regarder un peu la science avec la technoscience, avec un regard neutre, nous voyons que la technoscience comme une discipline est foncièrement bonne et juste. Je dis bien foncièrement bonne et juste. Parce que la naissance de la technoscience vient répondre aux besoins de l'humanité. C'est pas ça que je comprends. Vient répondre aux besoins de l'humanité. C'est la question de l'évolution. L'homme étant dans une situation précaire pense alors à un avenir meilleur, c'est-à-dire son bonheur. Il ne conçoit pas d'abord le temps, il ne sait pas, par exemple, le bonheur ou autre. Ça, c'est une autre sphère. Mais il songe à son bonheur avec le nucléaire, par exemple. Il sait qu'avec le nucléaire, il peut avoir de l'électricité. On se comprend? Et là, c'est un bien global. Ce n'est pas un bien individuel. Et justement, ce que j'aimerais reprocher à l'approche téléologique, c'est le fait qu'ils veulent considérer même la plus petite entité, ce qui n'est pas possible. Pas possible du tout. Parce qu'il faut, dans une société, il faut qu'il y ait des personnes qui des expériences seront faites, mais avec un accord. On se comprend? Parce que si tu heurtes à ce niveau la sensibilité maintenant du sujet devant toi, son bonheur se trouve amorti et il est dans un état de souffrance. Et à ce niveau, l'unification condamne ce procédé. Mais s'il est déjà d'accord, ou alors ce groupe de personnes est d'accord pour un bien global ou pour un bien général, à ce niveau, nous pouvons dire que la science est bonne et juste. La technoscience, pardon, est bonne et juste en même temps. C'est la beauté, au fait, et la dureté même de l'utilitarisme. Il demande de regarder au-delà des droits individuels immédiats pour se concentrer sur le bilan global du bien-être. Merci. Merci beaucoup. Déjà, l'intervention de notre frère laisse beaucoup de questions dans nos esprits. Si on doit seulement regarder le bien-être commun et ne pas regarder chaque personne dans sa spécificité, on se demande qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui de la force de dissuasion qui naît déjà avec l'armement de chaque pays. Est-ce que ce serait encore une raison pour le bien commun si aujourd'hui nous voyons aussi ces mêmes technologies que les scientifiques sont en train de déployer comme des menaces pour l'univers? Ok, nous allons essayer de rationner pour nos deux panélistes avant d'ouvrir l'aspect qui va susciter encore plus de débats dans vos esprits et ici devant. Merci beaucoup. Pour ne pas prendre le temps de circonscrire encore le lien, nous allons demander d'être vraiment dans les perspectives évoquées ici. Donc, la première prise de parole sera une série de 3 questions. Donc, vous voyez que vous avez deux panélistes ici devant. Et quand vous posez la question, dirigez-vous à la perspective. Ou si la question est pour les deux, mettez ça au clair pour que chaque panéliste prenne sa part de l'évolution. Donc, nous allons commencer avec la première prise de parole. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Merci beaucoup, très chers panélistes, pour ces deux approches. Alors, pour être bref, ma question s'adresse à qui veut la prendre. Parlant du bonheur, vous avez tous mentionné, ce bonheur qui est la fin ultime, le désir tout homme, mais entre guillemets sans la voix, est-il réel ou illusoire? Merci.
Merci à nos chers frères qui nous ont donné un peu le contenu épistolique. Alors ma question va se diriger à l'endroit du frère Wanso, qui nous a parlé de la perspective utilitariste et montrant justement qu'elle recherche le collectif, donc pas seulement l'individu. Et je veux savoir, est-ce que ce bonheur-là, réellement parlant, n'est pas égoïste? Si l'on sait que dans notre contexte contemporain d'aujourd'hui, avec l'avancée des progrès scientifiques et techniques, on déplore toujours, n'est-ce pas, des manquements. Est-ce que réellement on peut toujours tenir à une perspective utilitariste? Est-ce que cette perspective utilitariste ne recherche que satisfaire un petit nombre, or devait répondre aux besoins de l'ensemble de la communauté? Par rapport à ma question, elle est agréable. Je voudrais savoir simplement, par rapport au frère qui a soutenu la perspective téléologique, est-ce que vous soutenez la même chose avec la perspective utilitariste? Sinon, où est le point de démarcation? De même pour le frère Isaac qui a soutenu la perspective utilitariste, parce que nous sommes comme dans un laboratoire de la morale. Au crible de la morale, on se demande, vu les progrès et les innovations techno-scientifiques, lorsqu'on observe, est-ce que ces innovations tendent à nous amener vers une destinée? Et s'il y a destinée, quelle est la définition de cette destinée? Là, c'est la perspective téléologique. Ou alors, ces innovations ne sont là que pour aider l'homme à améliorer les conditions de son existence. C'est vrai que certains parlent d'amélioration de l'humain et d'autres d'augmentation, notamment je vais au doigt le pattern du concept technoscience. Merci. Voilà. Merci pour vos questions. Je vais commencer à donner quelques briefs de réponse. Alors, pour la première question, il est question de savoir si le bonheur, tel que mentionné par les deux perspectives, s'aligne avec la loi pour aller de manière simple. C'est ça, n'est-ce pas? Rien illusoire. Le bonheur est réel, mon frère. C'est ce que je dit déjà. Avec la sphère utilitariste, le bonheur est réel. Et je vais directement chuter avec la question de la loi que j'ai abordée tout à l'heure. D'accord? Prenons un exemple avec la question des conventions. D'accord? Avec l'aspect utilitariste, si l'homme s'assoit déjà pour décider des lois qui plus tard affecteront une population, il faut que cette loi contribue au bonheur de tous. Il faut que cette loi contribue au bonheur de tous. Mais sinon, foncièrement, l'utilitarisme est contre toute loi qui aliénerait l'homme. Mais si cette loi est au bénéfice de tous, alors nous sommes dans le bonheur. Le bonheur est vraiment effectif dans la mesure où il faut toujours aller dans la perspective des calculs. Et je crois que cela est intrinsèquement lié déjà à la personne humaine. Je peux poser la question simple de savoir qui veut souffrir ici à cette salle. Je crois que personne ne se lèvera la main. Alors je pourrais te dire que le bonheur est effectif parce que tout s'engorge vers lui. Pour la deuxième question, le bonheur égoïste. J'ai résumé. Le bonheur égoïste face à la minorité. On se comprend, c'est-à-dire, de manière simple, on avantage le petit nombre qu'on peut qualifier les plus forts au détriment des petits, du grand nombre qui est le plus faible. Justement, avec la sphère utilitariste, cela est condamnable. On se comprend? Cela est condamnable et condamné. Parce qu'avec l'utilitarisme, on vise le bonheur du grand nombre. Est-ce qu'on se comprend? On vise le bonheur du grand nombre, pas de la minorité. Donc cela est déjà jugé acte immoral, si on peut le dire ainsi. C'est jugé immoral. Si ce n'est que à la faveur d'un petit nombre, cela est bien condamnable avec la sphère utilitariste.
Donc, c'est la maximisation du bonheur global qui est mis en exergue ici. Et la maximisation du bonheur en soi. Je donne un exemple. En créant par exemple des vaccins, c'est pour une perspective de longévité, si on peut le dire ainsi. Et si on a la perspective des calculs, on voit que la longévité, c'est prolonger par exemple la vie humaine en forme paisible, vivant dans le bonheur, sans contrainte de maladie. On se comprend? À ce niveau, on peut dire que le respect du grand nombre est respecté. Mais si on favorise seulement une couche sociale, parce qu'ils sont riches, cela est à bannir. Cela n'entre plus dans l'aspect utilitariste. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Avec l'exemple que tu as pris, c'est déjà, comment dire, une chose pour la faire, ce n'est pas effectif en fait. C'est incondamnable. Parce qu'on a mis en avant ici la minorité collectivement du grand nombre. Or, avec l'utilitarisme, c'est le grand nombre qui est favorisé. Merci. Alors, il y a une démarcation entre l'utilitarisme et la téléologie. C'est ça l'histoire. C'est comment dire, de manière simple, c'est que nous, utilitaristes, nous défendons le bonheur de la globalité en minimisant le moindre mal, le mal déçu. C'est comme je disais tout à l'heure, la réponse de Bigba, nous disons le bonheur du grand nombre. Tandis que la téléologie vise toutes les sphères de la société humaine, c'est-à-dire jusqu'au plus petit. Voilà pourquoi d'ailleurs on condamne souvent ce qui est à tort, ce que moi je crois, c'est à tort. Parce que le plus petit nombre justement peut contribuer au bonheur général. Cela n'est pas une perte en soi, mais c'est plutôt un avantage. Donc chez nous, on soutient bel et bien le moindre mal. Le moindre mal existe, c'est le soutenant. Ce qui n'est pas le cas de la théologie, nous les réfléchissons. Avant de passer la parole, je vais demander un éclaircissement parce que qu'est-ce que le principe d'utilité, bien que vous parlez du plus grand nombre, le plus grand nombre ne peut pas toujours être le côté de l'orientation du bonheur. Pourquoi? Prenons le cas du néolibéralisme d'aujourd'hui. Nous voyons que même les technosciences sont sous le label du néolibéralisme. Est-ce que le fait de produire quelque chose pour un tel régime qui, entre guillemets, est en train de donner le luxe aussi à un grand nombre qu'on ne voit pas, est-ce que, je prends le cas, prenons le cas du néolibéralisme en sciences. Aujourd'hui, nous voyons que l'aspect qui touche plus d'investissement, c'est l'intelligence artificielle. Et avec l'intelligence artificielle, on pense qu'on peut tout résoudre. Mais je vais parler en perspective de l'écosystème. Comme nous sommes tous là plongés dans l'intelligence artificielle et avec un système économique qui donne le luxe de toujours faire des trouvailles dans ce sens-là, qu'est-ce que nous pensons faire pour la catastrophe qui est inévitable, qui n'a pas besoin d'intelligence artificielle pratique? Voilà, merci pour la question. Justement, j'ai oublié d'aborder ce petit point-là, la question de souffrance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans votre question dans sa globalité. J'aimerais revenir sur un point. Lors de mon association dès le début, l'utilitarisme est foncièrement contre la souffrance, mais admet le petit mal, c'est-à-dire la petite souffrance. On se comprend. Alors, parler par exemple de la période dans l'aspect des IA, il faut dire que ça a été un atout, parce que l'IA nous a procuré du bonheur. Comme on le disait tout à l'heure, le frère Akaba, c'est-à-dire l'IA ne peut pas remplacer l'humain, ça c'est vrai. L'IA ne peut pas donner conseil, ça c'est vrai. Mais l'IA joue un grand rôle dans la société. C'est-à-dire maximiser le bonheur, c'est directement à la langue des personnes humaines. Alors, pour venir un peu sur une petite nuance que le frère Tchama fait tout à l'heure, pour répondre à ta question, l'IA, quelle qu'en soit sa perspective, contribue au bonheur. Mais maintenant, il reste
à éduquer l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Il reste l'éducation de l'homme dans l'usage de ses inventions. En fait, c'est l'homme qui doit être mis au devant et questionné par la science, c'est-à-dire par la technologie, la technoscience, comme nous voulons le faire. Ce n'est pas d'abord ça. Mais il faut dire que, humainement parlant, toute innovation naît dans la perspective de rendre l'homme meilleur et heureux. C'est maintenant quelques groupes de personnes qui transforment maintenant ces inventions à leur propre profit au détriment du grand nombre. Et voilà pourquoi cela est condamnable justement. L'utilitarisme condamne cela. Je reviens encore sur un mot phare. Du moment où la majorité est favorisée, la minorité est négligée, ici nous sommes dans un acte moral valide. Je dis bien valide. Mais si la minorité, la majorité est amoindrie, assujettie au détriment de la majorité, à ce moment, il faut condamner cet acte. Ce n'est pas moral. Mais le plus, nous devons nous focaliser sur le bonheur et la souffrance, le calcul de ces deux. Qu'est-ce qui met plus vers le bonheur et qu'est-ce qui amoindrit vers diminuer la densité de la souffrance? Voilà la perspective utilitariste. D'accord, nous allons passer la parole à notre frère Gabriel Achama qui va répondre d'après la perspective théologique. Voilà, je vois, il y a certains là qui ont des souffrances. C'est vrai que nous allons s'attendre au débat qui devrait être beaucoup plus choqué. On espère donc qu'après cette série de questions, le modérateur va nous permettre de nous-mêmes d'abord nous interroger sur nos différentes perspectives, que ce soit l'utilitariste ou le théologue. On essaye de voir laquelle est la plus crédible à faire passer les prouesses de la technoscience au crible de la pensée critique. Je vais répondre simplement à la question du frère Kamba qui demandait le point de démarcation. Lorsque le thème nous a été communiqué, moi j'ai essayé de présenter les deux approches, ou alors je les ai matérialisées par deux objets que nous avons tous. On sait que l'utilitariste est un penseur conséquentialiste, donc il est matérialisé avec la calculatrice, parce que tout pour lui doit être calculé. Dès que le plus grand bien est déjà produit pour le plus grand nombre d'individus, l'action est morale. Et pour ma part, moi, je me suis matérialisé avec une boussole, puisque le théologue cherche toujours à donner l'orientation à suivre. Et l'orientation qui va nous conduire vers des fins ultimes bonnes. Il se peut donc qu'il y avait deux personnes qui se baladaient. Ça, c'est comme ça que j'ai essayé de faire le point de démarcation dans ma tête. Et ces deux personnes étaient des penseurs de la morale. Mais sauf qu'arrivé à un niveau, un a rencontré un vieillard qui lui a présenté une boussole. Et on s'est dit que comme lui ne marche pas avec les vieillards, la boussole ne va pas nous aider à atteindre le bien ou le bonheur que nous poussons en recherche. Il peut faire partie plus loin et en allant plus loin. Il a rencontré l'autre qui a donné sa calculatrice, mais sauf qu'il s'est perdu sur la route, puisque la calculatrice ne donne pas le chemin à suivre. L'utilitariste reste un récepteur naïf. Tout ce qui vient, il englobe ça. Il croit pouvoir remettre en cause les prouesses de la technoscience, sans même avoir la base solide. Il ne sait pas vers où il part. Et son ami peut être plus pro. Là où on t'amuse le pouce, ça se trouve avec le morceau de manioc. Or, nous on a la boussole. Quelque chose qui nous oriente déjà vers une fin. Quels que soient les moyens qu'on peut utiliser, on ne peut pas être dépouillé. On sait que la fin qui doit être atteinte doit être en adéquation et compatible avec les moyens qui ont été utilisés. Et c'est ce qu'il disait tantôt, c'est que tous les moyens ne sont pas toujours bons pour qu'ils soient meilleurs ou je ne sais pas, pour qu'ils soient bénéfiques. Non. Il n'y a pas à diviser quelque chose ici, parce que nous prend l'exemple simple, nous sommes assis là. Ça sera beau de raconter et de dire aux gens qu'il faut toujours qu'une petite majorité, une petite minorité assume pour que la majorité soit dans la paix. Si le lecteur entre là maintenant, on dit qui veut rentrer chez lui, puisqu'on a jugé bon que nous sommes nombreux dans l'institut, nous sommes 300, et il faut que 10 personnes là, pour que le reste continue. Qui va se lever? Qui va dire que moi je veux rentrer pour que les autres continuent? On met de côté ceux qui n'avaient pas les convictions, ceux qui étaient là malgré eux. On prend chacun qui est venu avec ses convictions pour dire qu'il veut fréquenter en Mokassa, il veut avoir son bac à musique, avoir sa licence et tout. Qui va se lever pour dire que je suis utilitariste, mais ça ne fait plus les autres. Personne ne va vouloir se lever. Et c'est la même chose, même avec les prouesses de la technoscience.
C'est vrai, la science est la bénéfice de l'humanité, mais Henri Bergson lui aussi, dans la conclusion de son ouvrage intitulé Les deux sources de la religion et de la morale, je crois ça à la page 329, disait que l'humanité gémit à moitié écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. Et cette humanité-là, qui est l'homme, son corps se voit déjà grossi à cause des progrès de la science. Bon, c'est vrai qu'il ne parlait pas de la technoscience, il parlait de la mécanique, et sont les progrès de la science. Et puisque le corps a grossi, pour que ce corps soit équilibré et soit contrôlé, il lui faut un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme ne peut pas être laxiste au sens utilitariste. Là, on va parler de la calculatrice. La calculatrice ne peut pas calculer l'activité humaine qu'il faut accorder à tel nombre de personnes et priver en d'autres. L'activité humaine, c'est quelque chose de non négociable. Personne ne doit vouloir mettre à cause de l'activité pour l'autre. Donc, je pense que j'ai un peu donné le point d'éclaircissement sur la démarcation entre l'utilitariste qui a sa calculatrice et moi qui est ma boussole. Et on va voir celui qui va nous amener vers le point que nous poussons en recherche. Je vois déjà qu'il y a des réactions. Avant de passer la parole à Isaac pour éclaircir cette approche, je vais passer la parole à Manga d'éclaircir un peu ta position par rapport à la question. Exactement, je me dis c'est la réponse qui pourrait être donnée. Donc il y a un prolongement, j'ai posé la question, si oui, la perspective technologique nous accompagne par une orientation vers un quelque bien. Mon problème c'est quel est ce bien? Est-ce que la technologie va tomber dans la théologie ou alors c'est bien limité dans le temps et l'espace ici, ou bien ça ouvre à une perspective de croyance? C'était ça ma deuxième question. Voilà, étant donné que Gabriel, dans son discours, a évoqué le grand penseur Aristote, qui déjà dans son ouvrage La métaphysique, que je paraphrase en disant, déjà la première phrase, que l'homme est caractérisé naturellement par le désir de connaître. Donc, où est-ce que ce désir de connaître nous amène? Est-ce que ta téléologie ne risquerait pas d'être utilitariste après, ou téléologico-téléologique? Essaie un peu d'éclaircir cette ambition. Bon, merci pour la question que je vois un peu en même temps flou, mais aussi un peu abordable. Je commence directement par l'ajout de Manga que je n'ai pas bien saisi quand il posait la bonne question. La théologie dont nous parlons ne saurait s'assimiler à la théologie. Si il comprend sa question, c'est une manière de dire que viser les fins ultimes, ça sera le paradis pour nous. Non, on ne parle pas du paradis. On parle du bonheur et c'est la réponse que le frère de mer à l'autre. Le bonheur qui peut se vivre aussi. Et c'est un peu ce que Épicure, dans son épicurisme, s'est pu me permettre que la tautologie appelait déjà la taraxie. Ce bien-être que tout le monde aimerait sentir, que ce soit dans sa peau et sur tous les plans. Et ceci bien-être-là, c'est vers ce bien-être que la morale théologique veut nous conduire. Mais sauf que plusieurs disciplines se lancent toujours pour prouver ou alors pour permettre à l'homme de se sentir heureux. Plusieurs disciplines. Et depuis l'histoire de l'humanité, on va se rendre compte que pour parler sur l'homme et sur son bien-être. Mais maintenant, la philosophie ou alors la morale théologique apparaît quand le savoir se dit qu'il y a tout accompli, tout va déjà de soi et tout est déjà construit. On commence à se poser la question que non, si on peut laisser ça nous interroger, sans demander même vraiment les causes premières de votre acte et les fins ultimes, on ne va pas s'en sortir, il pourra avoir des doutes pour que eux-mêmes ils soient consentants au test qu'il leur a apporté. Et maintenant, la question du frère. Bon, j'aimerais d'abord que je prenne la question. J'ai essayé un peu d'éclaircir la posture de Manga, de demander la nature de cette finalité que la perspective téléologique est en train de nous proposer. Et déjà, même avec ton intervention, c'est assez clair. Mais encore, j'ai une question. Est-ce que la perspective téléologique
serait en train d'avoir le même pas de danse, toujours avec la vertu, dans les technosciences où nous déplorons même le dégât au niveau même de la condition humaine. Mais toutefois, avant de continuer, j'aimerais passer à la dernière prise de parole à l'Assemblée et après, nos deux panélistes vont recueillir tout ce que nous avons dit et la particularité serait de souligner de manière spécifique c'est que chacune de ces deux perspectives se reproche mutuellement. Donc cette fois-ci, c'est avec la perspective des innovations scientifiques ou autant dire techno-scientifiques. Nous avons besoin, Martin peut nous aider à faire passer la dernière prise de parole sur, oui, il y a une personne là. Ma question est celle de savoir, je pose la question à Isaac. Parlant de la morale utilitariste, quelle est votre position concernant l'individu et les individus? C'est ça ma question. Concernant l'individu et les individus, ok. Une autre prise de parole. Oui. Oui. Voilà, merci beaucoup. Il est limité, c'est-à-dire les progrès scientifiques ne le fournissent pas totalement l'idéal qu'il recherche. Ok, et la dernière. La dernière. Merci bien. Partant de votre réponse, frère que le bonheur est réel sur la perspective du calcul. Oui, je suis un peu d'accord, mais une autre question que ceci. Alors, prenons maintenant le bonheur en juste valeur avec l'ataraxie comme le frère Axam avait défini. Est-ce qu'il y a une ataraxie, comme c'est le calme vraiment définitif, ou bien cette ataraxie est temporelle? Merci beaucoup. Et déjà, avec la dernière question ici, oui. Merci beaucoup, Fred, pour tout l'exposé. J'aimerais savoir, donc la question est à qui aimerait l'entendre. Ouais. Comment les technosciences peuvent être utilisées pour atteindre des objectifs tels que l'amélioration de la santé, tels que l'amélioration de la santé, la réduction de la souffrance, c'est comme quelqu'un a parlé, la réduction de la souffrance, et bon, en respectant les principes moraux. Donc, comment les technosciences peuvent être utilisées pour atteindre des objectifs tels que l'amélioration de la santé, la réduction de la souffrance, en respectant les principes moraux. D'accord. Déjà, s'il y a des questions, vous allez donner à la fin, après la conférence, on va peut-être dans nos groupes, nous allons essayer de répondre encore certaines questions. Je disais ici même, dans notre table, il y a déjà cet arrêt de la question sur les technosciences. En regardant l'usage des technosciences, est-ce que les technosciences prennent l'homme pour un moyen ou pour une fin? Quand vous, de deux perspectives, vous regardez l'usage technoscientifique, l'homme est un moyen ou une finalité en soi. Après cette prise de parole, nous allons conclure notre séance de ce soir. Je donne la parole à Isaac. Voilà, merci pour plus pour ces questions.
questions qui nous font vous faire aussi comprendre que vous êtes avec nous. Alors, la première question, c'est ma position concernant l'individu et les individus dans laquelle l'utilitarisme on parle. L'utilitarisme, déjà, c'est les individus. On exclut l'individu. Ma position, c'est qu'il y a des individus. Parce qu'on ne peut pas choisir l'individu au détriment des individus. C'est-à-dire, il faut choisir la majorité ou la minorité avec l'utilitarisme. Moi, je reste sur cette position-là. En fait, peut-être je vais faire enchaîner avec les perspectives que le frère Achama tout à l'heure a souligné. Il aurait dit que l'utilitarisme est comme en contradiction avec le respect de la dignité humaine. C'est tout à fait le contraire. L'utilitarisme est en plein dans l'activité humaine. Du moment où tu bafoues déjà l'activité humaine, c'est-à-dire l'individu ne se reconnaît plus. Intérieurement, il sera déboussolé et je peux dire alors souffrir. Alors, à ce niveau, tu as bafoué son bonheur et tu as en même temps détruit ou bien tu as moindri sa dignité d'être humain. C'est tout ce qui s'appelle l'utilitarisme et le plein cœur dans la dignité humaine. Donc ici, il faut voir le plus grand nombre. Il faut voir le plus grand nombre et rejeter ce que le petit nombre. Parce que c'est l'avantage de tous. Et sur ce point, effectivement, je chute dans la question du frère là. Il nous dit que dans l'utilitarisme, la caresse est perpétuelle ou temporaire. Lequel choisit, il ne se trompe pas. Je crois que c'est la même question que pour le frère. Avec l'utilitarisme, au fait, il faut choisir le bonheur qui tue le plus. Première chose. Choisir le bonheur qui tue le plus. Et secondo, est-ce que ce bonheur favorise la majorité? On se comprend? Si tu arrives à répondre à cette prière, alors c'est acte moral selon l'utilitarisme. Et pour venir intégrer une déontologie locale dans l'utilitarisme, je vais réduire ça ici. Je ne me trompe pas. Pour répondre à une part, introduire une déontologie locale dans l'utilitarisme. Si l'on faisait la réponse, c'est-à-dire si l'on inversait ce grand bien qui d'une certaine manière, et plus le mal qu'on voit et la minorité est satisfaite. À ce niveau, je reprends encore mes principes. Je disais ceci. Si la majorité est en plein dans la souffrance ou dans le mal, cet acte est amoral. Pour être honnête, cet acte est amoral. Mais si les individus, c'est-à-dire la majorité, est en plein dans le bonheur, alors c'est l'homme des utilitaristes qui devront connaître cet acte-là. Merci. Je vais prendre la parole avec beaucoup d'applaudissements pour reprendre le frère en plein vol qui affirme que l'utilitarisme ne néglige pas ou alors ne bafoue pas la dignité humaine. Mais avec son affirmation qui reste toujours approximative, le plus grand nombre pour le plus grand nombre d'individus. Le plus grand bien pour moi pour le plus grand nombre d'individus. Quand on est dans une salle de classe comme celle-ci, du moment où on choisit, il y a une partie. Et qu'on dit qu'on va favoriser la dignité de tout le monde, ce n'est plus ça. On a déjà choisi. Comment certains vont se sacrifier? Ceux qui se sacrifient là n'ont pas la dignité humaine. Ce sont les demandes qui restent. Soit on prend le bien de tout le monde, soit on laisse. Ça, c'était juste pour revenir sur ça. Du moment où on commence à faire les calculs, il y aura des gens qui seront délaissés. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple ici. Si on dit là qui veut rentrer chez lui, il faut que 10 personnes rentrent pour que l'institut continue à vivre. Personne ne va vouloir se lever pour rentrer. Parce que tout le monde va dire pourquoi moi. Même dans les communautés, ça arrive souvent. Il y a les responsabilités là. Après ça, tout le monde se retrouve une responsabilité. Il faut laver la rigole. Celui qu'on envoie là-bas, c'est pour le bien de la communauté. Mais je suis qu'intérieurement, il se dit que c'est pas seulement moi qu'on envoie. Imagine alors qu'on choisit de tuer 10 personnes pour le bien des autres. C'est pas le Christ est mort comme ça, peut-être un peu utilitariste. Mais il y a une dignité qui est bafouée. Et je crois que les textes de l'évangile reprennent même aussi ça, même pour le Christ, sa dignité a été bafouée. Et personne ne peut accepter cela. Je vais donc répondre aux questions qui nous ont été posées. Est-ce que l'homme n'est pas limité dans la recherche du bonheur avec les prouesses de la technoscience? Cette question nous fait penser à
certains titulaires que j'écoute souvent. Il y a un penseur dans le nom de Charles, contemporain, qui a intitulé son tutoriel Aux aventures de la liberté. Et il essaie un peu de prendre les différentes approches de la liberté. C'est vrai qu'il part aboutir sur Jean-Jacques Rousseau, qui pense que la liberté doit être l'adéquation entre notre volonté et nos possibilités. Je m'arrête là. Lorsque l'homme recherche le bonheur, je m'arrête pour la citation. Lorsque l'homme recherche le bonheur, il doit savoir qu'il est limité. Et la limite, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme. Sinon, l'homme serait Dieu, ou alors un démiurge. Et pas que même Emmanuel Kant avait raison dans sa critique qu'il a énoncée à la métaphysique. Tout le monde doit savoir qu'il n'est pas comme cette colombe légère qui s'imaginerait aller plus loin sans être retenu par le vent. Il faudra toujours un vent qui nous retienne dans nos élans. Sinon, on n'aura même plus de direction. L'homme doit être limité. Mais sauf que, avec les prouesses de la technoscience, on ne pense pas qu'il y ait une certaine limite à notre bonheur. Au contraire, la technoscience nous procure tellement de bonheur au-delà de nos capacités à les assumer. Et c'est pour ça qu'on dit que la liberté de vouloir produire les choses en technoscience doit être en adéquation avec nos possibilités. Lorsqu'on crée l'intelligence artificielle, par exemple, on laisse ça à notre portée sans d'abord nous éduquer sur son utilisation. L'intelligence artificielle a une rapidité d'exécution de la tâche à la même vitesse que celle de la lumière, mes frères. 300 000 km la seconde. 300 000 km la seconde. Or que nous les hommes, on n'atteint même pas des 10 km la seconde. On est à 430 km. Quand tu prends les deux choses comme ça, tu peux aussi la table. Tu te rends compte qu'il faut un supplément d'âme. Parce que la technologie est en train de gonfler nos corps, mais il n'y a pas les âmes qui vont animer ces corps-là. C'est pour ça qu'il faut cet équilibre. La technoscience doit évoluer, nous aider à atteindre notre bonheur en étant en adéquation et à la même ligne d'égalité que nos forces. Donc, je ne sais pas si on comprend la question du frère. Et il y a l'autre qui demandait comment les technosciences peuvent procurer la santé en restant en adéquation avec les présupposés de la morale. Je crois que j'ai répondu à cette question aussi en disant que les technosciences peuvent procurer la santé. Mais sauf que là maintenant, ça dépend de quelle approche est-ce qu'il faut aborder pour passer au crible cette prouesse de la technoscience. On a pris l'exemple de cette manipulation génétique de l'ADN qui consiste à réécrire l'ADN pour pouvoir peut-être éliminer certaines maladies héréditaires graves. Ça, c'est une prouesse de la technoscience. Ça nous procure une finalité qui est la santé, indéniable et dont tout le monde a besoin. Mais seulement, lorsqu'on va commencer à utiliser cette même prouesse, cette même pratique pour les causes de fantaisie, parce qu'on sait que le diplôme de vendage qu'on a le prôné, on parle de même, on change la chronologie pour que ce soit pointu, ainsi de suite, comme les trucs de la famille, Kim Kardashian et consorts, ça ne sera plus bon. Là, on commence à se demander est-ce que l'homme c'est un instrument? Est-ce que l'homme est ceci? Et c'est justement à ça que Emmanuel Kant répond. Dans sa deuxième maxime, l'impératif catégorique, il faut toujours agir. Et il pense que la technoscience doit toujours agir. Ou alors le technoscientifique doit toujours agir de telle sorte qu'il traite l'humanité en même temps dans sa personne, fait la scène de lui, aussi bien, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. D'abord, on peut quand même vous mentionner pour deux parties. En guise de conclusion, vous allez comprendre que chacun a le devoir de faire la synthèse de tout ce que nous venons d'écouter. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien prendre ces penseurs qui s'appellent Baudet, qui dit aucun système de pensée aussi complexe que soit peut renfermer dans sa totalité la suffisance de la vérité. C'est-à-dire que nous avons écouté d'une part l'approche utilitariste qui ne cherche que le bonheur. Et ce bonheur, c'est pour le plus grand nombre. Et de l'autre part, à ma droite, l'approche théologique qui dit que l'action morale doit être en fonction de fins utiles et ces fins sont orientées au respect de la dignité humaine. C'est-à-dire, mais on s'interroge,
est-ce que toutes les applications techno-scientifiques respectent la dignité? Est-ce que si ces applications ne respectent pas la dignité, ne poursuivraient-elles pas une finalité peut-être inhérente à la condition humaine? La question demeure. Et de l'autre côté, avec les utilitaristes, on se demande, est-ce que la non-considération de la minorité ne serait-elle pas un danger dans le processus de technosciences à l'heure actuelle? Donc nous voyons que les questions vont toujours continuer. Et comme disait le philosophe Jasper en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Merci. Du coup, je vais remettre la parole à Laurent Manga, qui est le modérateur de la conférence d'aujourd'hui, tout en vous invitant de basculer pour la dernière fois de Gaïa. Ok, on ovationne encore s'il vous plaît. Nous remercions le modérateur et les panélistes. Pour moi, ils ont été à la hauteur, du moins approximativement. Une œuvre humaine n'est parfaite. Merci aux deux panélistes. Merci au modérateur. Il a si bien résumé cela avec la théorie d'incomplétude de Godel. Et on a pu voir que le sujet est d'actualité, bien que cela ait été soulevé depuis, si je peux employer l'expression, la nuit des temps. Les philosophes des Lumières se demandaient nos objectifs. Est-ce de poursuivre des fins humanistes ou alors l'accroissement est défini des moyens? Et ces deux perspectives trouvent bien des réponses dans leur développement. Quelques annonces. Je vais prendre le premier point qui concerne la présentation digitale des communautés. C'est une opération nouvelle, une innovation que nous voulons entreprendre cette année. Nous payons donc les doyens de chaque communauté, du moins les représentants avocats de chaque communauté. Donc si vous êtes par exemple claritain, il y a quand même un étudiant à qui le formateur peut souvent demander qu'est-ce qu'il y a eu à Mokassa. C'est dans ce sens de se rapprocher de secrétaire, le frère Jonathan, à partir de vendredi pour prendre le questionnaire qui sera comme notre boussole, notre orientation lors de cette présentation. Il s'agit de faire une petite vidéo de 8 à 10 minutes au cours où, en même temps, sur les pages de l'Institut, on va présenter les différentes communautés qui sont présentes à l'Institut, les charismes, spiritualité, mission, leur présence, par exemple au monde ou en Afrique. Et puisque nous sommes dans un institut de philosophie, un thème qui aurait marqué particulièrement quelqu'un et qui pourrait dire un ou deux mots à propos. L'opération est prévue d'être fonctionnelle à partir du 14 de ce mois. C'est pour cela, d'ici vendredi, vous aurez le questionnaire type qui servira de l'école et de boussole, comme je l'ai dit. Le deuxième communiqué concerne la journée des étudiants. Nous attendons les propositions des différentes prestations des classes au plus tard le mercredi prochain pour qu'on calme une fois pour toutes le programme. Nous attendons aussi les représentants de chaque classe, c'est-à-dire quoi pour le quiz, philo 1, philo 2, philo 3. Le délégué est chargé de choisir ou bien d'approcher fraternellement parce que beaucoup pensent souvent qu'ils vont venir ramasser la forme. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On est dans une gymnastique intellectuelle et c'est ça qui forge, c'est ça qui nous aide à grandir.
Pour la journée des étudiants, la Corée a jugé invité deux autres institutions, c'est-à-dire nous aurons, s'il n'y a pas d'imprévu, des invités primés avec un panéliste qui va nous entretenir. Le thème qui va réunir les partages, les agapes intellectuelles, philosophie et intelligence artificielle. On laisse l'opportunité de notre thème annuel de l'Institut. Et je pense que les primés vont aborder l'approche éthique et morale, si je ne me trompe pas. Et les autres, la catho de l'Université catholique d'Afrique centrale, notamment la faculté de philosophie. Voilà, c'est en ce qui concerne la journée des étudiants. Maintenant, en ce qui concerne la semence. La semence, comme nous le savons, c'est un document produit par les étudiants normalement où on retrouve l'actualité de l'Institut et en même temps quelques réflexions. C'est quelque chose, lorsque nous partons en famille, c'est une fierté, même si je n'ai pas écrit, même si mon article n'a pas été retenu. Et on a lancé plus pour cette année afin de maximiser. Merci déjà à ceux qui ont commencé à écrire et à envoyer leurs articles. Nous rappelons pas plus de 510 caractères, interlignes et interlignes, écriture en new roman. Et le plagiat consiste à dépasser 20% de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On permet de faire des recherches, mais pas copier et coller. Si vous copiez et collez, on mettra cela dans un logiciel qui va bien détecter et jusqu'à souligner et donner le pourcentage. Et pour ne pas encourager, entre guillemets, c'est pas une mesure classique qui menace notre air. Nous serons obligés de procéder ainsi. Donc pour la semence, le dernier délai, je pense, c'est le 20 ou le 21 du dépôt des articles. Après ça, vraiment, j'espère que quelqu'un ne viendrait pas se plaindre. Les revues sont affichées au barbillard. Vous pouvez décider d'écrire en spiritualité, c'est la période de Noël. Quelqu'un peut faire une réflexion sur un thème spécifique, ou alors réflexion peut-être en lien avec le thème annuel, l'intelligence artificielle. Tu peux même parler de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, une sorte de comparaison. Et je pense que c'est tout pour l'émission de la semaine. Dernier délai, le 21 novembre. Nous vous encourageons aussi à continuer d'écrire pour le barbillard. Parce que ça fait un bon cours, c'est les mêmes articles qu'on voit. Nous encourageons ceux de première année ainsi que ceux de la deuxième année pour cela. Je pense que le concours de la meilleure dissertation, qui n'est pas aussi un endroit où je vais dire que je vais m'humilier, qui est sûr que je vais gagner, même si vous ne gagnez pas. Moi j'ai fait une fois, je n'ai pas gagné, c'est pas ça le but. Le but c'est de grandir et on grandit par les essais, c'est quand on essaie qu'on grandit. Peu importe l'approbation de censeur ou pas, mais on aurait appris quelque chose. Donc le thème serait toujours philosophie et intelligence artificielle qui sera reformulé par un de nos auditeurs. Donc c'est le jeudi 12 novembre. On va s'entendre avec, je ne sais pas, les délégués de classe parce qu'on va vous dispenser simplement pour cela. Et les primes se donnent souvent lors de la fête patronale qui se célèbre cette année. Je ne sais pas qui on va inviter, soit avec l'année passée, c'était le nonce apostolique. C'est pas au cours de la célébration normalement qu'on encourage ceux qui ont pris part. Donc nous vous encourageons aussi à vous engager et aussi pour toute autre proposition en vue d'améliorer un aspect ou l'autre dans la commission chorophile. Vous êtes bienvenus. Et pour ceux qui ont des compétences particulières, peut-être dans le digital et autres, nous vous attendons. Donc c'est ensemble que nous pourrons atteindre ces objectifs. Merci. Et je ne sais pas si voilà, le vice-doyen va passer quelques annonces. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je parle donc du doyen des étudiants et du bureau exécutif. C'est l'administration qui nous envoie
pour la première annonce que je vais passer. Les années antérieures, le polo était nécessaire. Bon, c'était bien qu'on aborde le polo, mais ce n'était pas toujours obligatoire. Sauf que cette année, nous-mêmes, on ne sait pas par quel procédé, mais le préfet des études nous a chargé, avec tous les délégués de classe, je crois que dans certaines classes, les délégués ont passé le communiqué, de dire que pour les journées des étudiants, les 2 journées, et la fête patronale, le 22 novembre, le port du polo sera obligatoire. Même si on porte déjà la chasuble, même si on a déjà la fausse, même si on a déjà quoi. Rien que pour ces journées-là, on peut d'abord se confondre nous tous sur notre postulat, je ne sais pas sur notre postulat. On va d'abord porter les polos pour faire l'uniformité puisqu'il y aura les invités. Ça c'est la première annonce. Et concernant ces polos, puisque le 22 n'est plus loin, nous sommes déjà le 5, il nous reste approximativement 2 semaines. Nous repoussons les délais jusqu'à vendredi. Les gens peuvent s'inscrire, 500, tu donnes 3000 francs, tu donnes, mais le prix c'est 3500, écrit à terre, tout le monde. La deuxième annonce concerne l'imprimante. À la première conférence, le doyen avait annoncé que l'ancien conseil nous a laissé une imprimante. Et c'est d'abord pour nous les étudiants. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu avec nous pour chercher l'argent. C'est pour nous. Il arrive souvent que tu viens là le matin, tu disais que c'est vous qui allez exposer. Vous n'avez pas encore tiré l'exposé. Puis le sorti, bien le parti nous a butiné chez M. Yves. Il y a l'imprimante des étudiants. Mais sauf que, comme l'encre doit être achetée avec les formats, on a ramené les prix au même prix qu'en Guadeloupe. L'impression donc alors d'une page recto verso, noir sur blanc, c'est 25 francs. C'est que tu as une grande quantité, que tu veux imprimer un livre, on peut réduire à 15 francs. Pour la couleur, c'est 100 francs quand c'est une seule page. Mais quand c'est beaucoup, ça peut revenir à 50. Donc c'est le frère du couleur qui s'était proposé, que le grand avait nommé pour assurer cette responsabilité. Et depuis qu'on a annoncé, l'imprimante avait un souci, il fallait faire un certain toilettage pour que ça ne sorte pas avec les crêtes. Donc à partir de lundi, tout le monde pourra passer. On connaît du couleur qui est de la Sainte Famille, je ne sais pas s'il est là dans la salle. Ou alors on peut se rapprocher d'un membre du conseil pour faire cela. Donc merci déjà une fois de plus pour ceux qui ont commencé à contribuer pour les polos. Merci pour ceux qui sont en route. Merci, merci et merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Le chargé de la spiritualité va conclure avec la prière. La prochaine échéance ici est prévue pour le 3 décembre. Et là, ce sera chez les étudiants de la deuxième année. Et le 17 décembre pour les philo, les thèmes, nous serons conviés au moment où. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces assises philosophiques et nous te demandons de nous éclairer davantage pour que nous avancions dans ces projets ensemble. Et nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au milieu du commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Esprit Saint, éclaire. Esprit Saint, Éclaire. Esprit Saint, Éclaire. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu me donnes? Viens fumer. Le grand modérateur. Non. Filmez les frères. Si c'est la photo seulement, parce que vous voulez la livrer. Voilà, les deux panélistes sont là. Nous sommes arrivés au terme de notre conférence.
Donc je vais laisser la parole à un grand journaliste, le frère Ulrich Bala, pour nous parler un peu de son observation. Et lui-même va passer après avec les conférents pour leur poser des questions, donc les impressions, comment ils se sont sentis. Il y en a qui... Ok, frère Ulrich. Bien, et bonsoir. Et nous voulons remercier surtout